Les mains en l'air, que je vois ces sales pattes. La voix de l'agent Fournier a hurlé alors que sa botte de combat faisait exploser la porte d'entrée de la famille Moreau. Des lampes torches ont fendu l'obscurité, balayant le couloir étroit tandis que les cris emplissaient l'air. Toujours le même genre, a-t-il craché, inspectant la maison comme si elle était déjà condamnée. Son fusil d'assaut s'est verrouillé sur Sophie Moreau, tremblante dans sa chemise de nuit. S'il vous plaît, c'est notre maison, a-t-elle murmuré, la voix brisée. La détonation a avalé ses mots avant que la pitié ne puisse l'atteindre. Sophie s'est effondrée à côté du canapé, le sang s'étalant rapidement. Cible neutralisée, a marmonné Fournier. Julien Moreau est tombé à genoux, comprimant sa blessure et appelant le 17. Aucun d'eux ne savait que l'homme qu'il venait d'attaquer était un ancien commandant des commandos Hubert. Le salon baignait doucement dans la lumière bleue de la télévision. Julien Moreau était assis dans son fauteuil en cuir usé, son attention partagée entre un documentaire militaire et sa femme Sophie. Blottie sur le canapé, ses lunettes de lecture sur le nez. Elle examinait des dossiers de patients de sa clinique avec le dévouement qui faisait d'elle une infirmière si respectée dans leur communauté de Montreuil. Leurs téléphones ont vibré simultanément. Le visage de Manon est apparu en appel vidéo. Son sourire éclatant illuminant les deux écrans. « Je viens juste prendre des nouvelles de mes personnes préférées avant d'aller dormir. » A-t-elle dit. « Tu devrais déjà être au lit. » « Ma chérie, » a dit Sophie, mais sa voix était chaude d'affection maternelle. « C'est la femme qui fait encore de la paperasse à minuit qui dit ça. » A taquiné Manon. « Papa, fais-la aller se coucher. » Julien a ri. « Tu connais ta mère. Une fois qu'elle commence quelque chose, elle doit le finir. » Ils ont discuté de la dernière campagne de Manon sur les réseaux sociaux et des cas difficiles de Sophie à la clinique. La conversation s'est terminée avec un amour tranquille et des promesses de se retrouver pour le dîner du dimanche. La maison est retournée à un silence paisible, seulement brisé par les voix douces de la télévision et le bruissement des papiers de Sophie. Le fracas est venu sans prévenir. La porte d'entrée a explosé vers l'intérieur. Des éclats de bois volant dans les airs. Avant qu'ils ne puissent bouger, une lumière aveuglante et des détonations assourdissantes ont rempli leur cuisine. L'entraînement militaire de Julien a pris le dessus instantanément. 20 ans de mémoire musculaire. Il s'est baissé, scannant les points d'entrée, cataloguant les menaces. Sa respiration était contrôlée et stable malgré le chaos. Police, ne bougez pas. Plusieurs voix criaient les unes par-dessus les autres. Sophie s'était levée, ses rapports médicaux éparpillés sur le sol. Ses mains étaient levées bien haut. Sa voix tremblante mais claire. Nous n'avons pas d'armes, nous sommes. Le cri est venu d'un agent à l'entrée. Caucasien, début de la trentaine, posture agressive. Son doigt serrait déjà la détente. Le coup de feu a claqué dans l'air. Le corps de Sophie a été projeté en arrière. Ses lunettes de lecture s'envolant. Elle s'est écroulée sur le sol de la cuisine. Sa robe de chambre à fleurs s'étalant autour d'elle comme une aquarelle renversée. Julien a agi avec une précision contrôlée. Chaque mouvement délibéré. Agent, cessez le feu. J'applique une pression sur une blessure. Sa voix portait l'autorité indubitable d'un commandant des forces spéciales. Il a attrapé un torchon, le pressant contre la tache rouge qui s'étendait sur le flanc de Sophie. D'une main maintenant la pression. Il a sorti son téléphone et composé le 17. La voix de l'opérateur a crépité. Police secours, j'écoute. Ici Julien Moreau, au 42 rue des Acacias. À Montreuil, j'ai une victime par balle suite à une intervention policière nécessitant une assistance médicale immédiate. Ma femme a été touchée. Je comprime une blessure au thorax. Sa voix est restée stable. Professionnel, je suis actuellement dans ma cuisine. Il y a 2 tasses sur le comptoir. Un couteau sur la planche à découper. Un torchon utilisé pour la compression. Il n'y a aucune arme dans cette pièce. Les mains où on peut les voir. A hurlé un agent. Levez-vous, a exigé un autre. Éloignez-vous d'elle. Julien a gardé sa voix claire, sachant que chaque mot était enregistré. Je maintiens la pression sur la blessure de ma femme. Je ne peux pas obéir à des ordres contradictoires. Je ne suis pas armé et je ne résiste pas. Nous avons besoin d'une assistance médicale immédiate. Les minutes s'étiraient comme des heures. La respiration de Sophie devenait superficielle. Ses yeux fixés sur le visage de Julien. Il continuait de lui parler. À l'opérateur du 17, aux agents, maintenant le contrôle de la situation par la seule force de sa volonté. Finalement, des sirènes ont retenti au loin. Mais quand le SAMU est arrivé, les agents leur ont bloqué l'entrée. J'invoque la nécessité médicale, a déclaré fermement Julien, sa voix ayant un poids juridique. Vous êtes enregistré en train de faire obstruction aux soins médicaux d'urgence. Le chef ambulancier a bousculé les policiers hésitants. Alors qu'il chargeait Sophie sur le brancard, les yeux de Julien se sont verrouillés sur ceux de l'agent Fournier. Celui qui avait tiré, matricule 4471. Jeune,
Effrayé derrière sa bravade, cherchant déjà des excuses, Julien a mémorisé chaque détail de son visage, chaque tremblement de son doigt sur la détente, chaque perle de sueur sur son front. Il n'a rien dit pendant qu'ils emmenaient Sophie, mais son silence portait le poids des conséquences à venir. Les gyrophares peignaient les murs en rouge et bleu alternés. Des voisins s'étaient rassemblés sur leur perron. Téléphone en main, enregistrant, Julien a suivi le brancard, les mains couvertes du sang de sa femme. Ses mouvements toujours mesurés et contrôlés. Il sentait le regard de l'agent Fournier sur lui. Sentait la prise de conscience croissante qu'ils avaient commis une terrible erreur. Les portes de l'ambulance se sont fermées. Sophie a disparu derrière elle. Julien est resté dans son allée alors que les sirènes s'estompaient au loin. Regardant les premières lueurs de l'aube se glisser dans le ciel et à travers sa porte d'entrée brisée. La lumière du matin a révélé toute l'étendue des dégâts. Du bois éclaté, des papiers éparpillés, le torchon taché de sang sur le sol de sa cuisine. Ses mains étaient stables, sa respiration régulière. 2 décennies d'entraînement au combat lui avaient appris à canaliser la peur en concentration. La douleur en détermination. Il a regardé le sang de Sophie sur ses doigts, encore humide dans la lumière grandissante. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente des urgences bourdonnaient au-dessus de sa tête alors que Julien était assis, rigide, sur une chaise en plastique dur devant le box de déchocage. Ses mains étaient encore poisseuses du sang de Sophie. Des taches rouges foncées séchant dans les plis de ses paumes. L'agent Fournier et 2 autres membres du raid se tenaient maladroitement près de l'entrée, leurs yeux fuyant les siens. Julien a sorti son téléphone. Ses mouvements délibérément lents et précis. Il a ouvert l'application d'enregistrement vocal, puis a parlé avec le calme mesuré qu'il avait autrefois aidé à interroger des criminels de guerre. Agent Fournier, matricule 4471. A-t-il dit clairement. Je demande les noms et numéros de matricule de tous les agents présents lors de l'incident au 42 rue des Acacias. La mâchoire de Fournier s'est crispée. Monsieur, vous devez. L'article 78.1 du Code de procédure pénale exige que les agents justifient de leur identité sur demande. A continué Julien, sa voix stable. Je fais cette demande maintenant. Les 2 autres agents se sont agités. Mal à l'aise. L'un d'eux, plus jeune et visiblement nerveux, a marmonné, matricule 4892. Agent Peterson. Matricule 4511. Agent Martinez, a ajouté l'autre à voix basse. Le visage de Fournier est devenu rouge. Il a fait 2 pas agressifs vers Julien, la main posée sur son étui. Écoutez-moi bien. Agent Fournier, l'a coupé Julien, sans même prendre la peine de se lever. Votre langage corporel suggère que vous tentez de m'intimider. Veuillez noter que j'enregistre cette interaction et que votre main est actuellement sur votre arme bien qu'aucune menace ne soit présente. Les jeunes agents ont reculé légèrement, créant une distance entre eux et Fournier. Ils sentaient quelque chose dans le sang-froid de Julien que leur supérieur ne pouvait ou ne voulait pas reconnaître. Vous interférez avec une enquête en cours, a lâché Fournier, mais sa voix vacillait légèrement. Julien a gardé son téléphone stable. Enregistrant. Veuillez spécifier de quelle enquête il s'agit. L'exécution du mandat à votre domicile. J'aimerais consulter ce mandat maintenant, comme c'est mon droit en vertu de la loi. Avant que Fournier ne puisse répondre, un homme en uniforme impeccable avec des galons de capitaine s'est approché rapidement. Monsieur Moreau, je suis le capitaine Leroy. Pourrais-je vous parler en privé? Julien s'est levé lentement, ses mouvements contrôlés. Je serais heureux de vous parler. Capitaine, mon téléphone continuera d'enregistrer, comme c'est mon droit. Bien sûr, a interrompu Leroy, conduisant Julien dans une alcôve tranquille. Son expression était un mélange d'inquiétude et de calcul. Monsieur Moreau, je veux être direct avec vous. Il y a eu une grave erreur. Une erreur? Point, a répété Julien, sa voix plate. Leroy a baissé la voix. Mauvaise porte. Le mandat était pour le 24. Pas le 42. Nous allons arranger ça. Frais médicaux, réparation, tout ce qu'il faudra. Julien a étudié le visage du capitaine, notant chaque micro-expression d'inconfort. Arranger ça. Comment, exactement? Le commissaire divisionnaire Dubois aimerait vous rencontrer à 9h pour discuter d'un dédommagement. Leroy a essuyé la sueur de son front. Nous pouvons gérer cela de manière professionnelle. Discrètement. Pas besoin que les choses dégénèrent. Dégénèrent? Point, a fait écho Julien, laissant le mot en suspens. Ma femme est en chirurgie parce que vos agents n'ont pas vérifié une adresse. Parce que l'agent Fournier a tiré d'abord et réfléchi ensuite. Et vous vous inquiétez d'une dégénérescence. Le commissaire arrangera ça, a insisté Leroy en tendant la main. Vous avez ma parole. Julien a regardé la main offerte. Un geste de fausse paix. Une tentative de bureaucrate pour contrôler les dégâts. Il l'a serré quand même, sentant la paume du capitaine moite de sueur nerveuse. 9h, a confirmé Julien. Sa poigne peut être une fraction plus serrée que nécessaire.
Les heures suivantes ont passé dans un flou de nouvelles médicales et de paperasse. Sophie était stable, mais dans un état critique. La balle avait manqué ses organes vitaux. Mais elle avait perdu beaucoup de sang. L'opération prendrait encore plusieurs heures. Alors que le soleil commençait à se lever, Julien est retourné à pied jusqu'à sa maison. Du ruban de la police flottait dans la brise matinale. Des barrières jaunes délimitant son jardin comme une scène de crime. Ce qu'il supposait que c'était maintenant. Sa porte d'entrée pendait de travers. Le bois éclaté et détruit. Julien s'est glissé sous le ruban et est entré. Ses pas résonnant dans la maison vide. La cuisine était un désordre de papiers éparpillés et de meubles renversés. Les lunettes de lecture de Sophie gisaient, cassées, près du réfrigérateur. La tache de sang sur le carrelage était encore humide. Rouge sombre sur la céramique crème. Julien se tenait au-dessus, regardant l'endroit où sa femme était tombée. Le torchon qu'il avait utilisé pour tenter d'arrêter le saignement gisait froissé à proximité. « Vous êtes entré dans la maison d'un commando », a-t-il murmuré dans la pièce vide. « Vous ne savez même pas ce que vous avez commencé. » Il est retourné à l'hôpital peu avant 8 heures. La salle d'attente était presque vide. Une télévision à écran plat diffusait les nouvelles du matin à faible volume. La voix de la présentatrice est soudainement devenue plus nette. Nous passons en direct à une conférence de presse avec le commissaire divisionnaire Isabelle Dubois concernant la fusillade impliquant un policier la nuit dernière. La main de Julien s'est crispée sur son gobelet alors que le commissaire Dubois apparaissait à l'écran. Ses cheveux gris acier parfaitement coiffés. Son uniforme impeccable. Aux environs de minuit, a-t-elle commencé, sa voix nette et professionnelle. Des agents exécutant un mandat de perquisition légale ont rencontré une résistance à une résidence de la rue des Acacias. Lors de l'entrée, un suspect a interféré avec les fonctions des agents, créant une situation chaotique qui a tragiquement entraîné la blessure d'une civile. La mâchoire de Julien s'est serrée. Le mensonge était si lisse, si rodé. Nos agents ont suivi toutes les procédures appropriées, a poursuivi Dubois. Les enregistrements des caméras piétons confirment leur professionnalisme dans une situation volatile. L'écran a montré des extraits montés, des flashs rapides d'obscurité et de cris. Sophie est apparue une fraction de seconde. Les mains levées, la vidéo a coupé avant de montrer le tir. Comme vous pouvez le voir, la voix de Dubois a continué par-dessus les extraits. Les agents ont maîtrisé une situation dangereuse. Nous regrettons profondément toute blessure infligée à des civils. Mais notre devoir premier est de protéger nos agents et le public. Un journaliste a levé la main. Madame le commissaire, des sources disent que le mandat était peut-être pour une adresse différente. Pouvez-vous commenter ? C'est totalement incorrect, a répondu Dubois sans sourciller. Le mandat a été correctement exécuté à l'endroit prévu. Cependant, je ne peux pas commenter davantage une enquête interne en cours. Le téléphone de Julien a vibré dans sa poche. Un SMS d'un numéro inconnu. Ici Leila Hamza, bureau d'enquête de Mediapart. Ne supprimez pas ce message. Je sais ce qu'il cache. Ne parlez pas à l'IGPN. Nous devons parler, de manière sécurisée. Une infirmière s'est approchée. Monsieur Moreau, votre femme est sortie de chirurgie. Le médecin aimerait vous parler. Julien s'est levé. Sur la télé, il rediffusait la déclaration de Dubois. Un suspect a interféré avec l'exécution légale d'un mandat. Le mensonge résonnait à nouveau. L'expression de Julien s'est durcie en une concentration tactique froide qu'il n'avait pas ressentie depuis sa dernière mission. Son téléphone a vibré de nouveau. Un autre message de Leila Hamza. J'ai la vidéo non censurée de la caméra piéton. Ils sont déjà en train de nettoyer les registres. Très bien, a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. Ils veulent une guerre en plein jour. À 21h, la cafétéria de l'hôpital était presque déserte. Julien était assis seul à une table d'angle. Une femme en blazer anthracite s'est approchée. Leila Hamza s'est déplacée avec la précision prudente de quelqu'un habitué à surveiller ses arrières. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit doucement. Vous avez dit que vous aviez quelque chose que je devais voir. Leila a ouvert son ordinateur portable. Ma source a envoyé ça il y a 1 heure. C'est l'enregistrement complet de la caméra piéton de l'agent Fournier. Elle a tourné l'ordinateur vers Julien. L'image montrait son plan de travail de la nuit précédente. Tout semblait identique à ses souvenirs. Sauf un détail qui lui a glacé le sang. Un pistolet noir était posé sur le comptoir, près de l'endroit où Sophie se tenait. Quand il a parlé, sa voix tremblait d'une fureur contenue. Cette arme n'était pas là. J'ai décrit chaque centimètre de ce comptoir lors de l'appel au 17. 2 tasses à café, un torchon, les dossiers médicaux de Sophie. Aucune arme. Je sais, a dit Leila, ses yeux sombres intenses. J'ai écouté l'enregistrement de l'appel. Vous étiez méthodique, précis, comme si vous saviez déjà que vous auriez besoin de preuves. Entraînement militaire, a dit Julien. Les détails comptent. Il l'a regardé. Où avez-vous eu ça ? J'ai un contact au sein de la police.
Ils sont troublés par ce qui s'est passé. Elle a sorti un bloc-notes. L'arme n'a pas été placée par la police. Elle a été mise là par un consultant en sécurité privée travaillant sur le projet de réaménagement de la ville. Le projet du Grand Paris Express et les développements post-Jeux Olympiques. Votre rue est dans la zone cible. La société s'appelle Dornier Sécurité Solutions. L'expression de Julien s'est assombrie. Sylvain Dornier. Leïla a hoché la tête. Vous le connaissez? De nom. Ancien des services secrets. La DGSE. Reconverti dans le privé. Une réputation sulfureuse. Sa société fournit un soutien tactique aux forces de l'ordre. Ma source dit que les gens de Dornier sont intégrés à la police locale depuis des mois. A expliqué Leïla. Ils aident à identifier les propriétés problématiques qui pourraient résister au plan de réaménagement. Votre maison n'a jamais été la vraie cible. Mais vider votre pâté de maison aiderait certainement leur calendrier. Julien a fixé l'arme sur la photo. Son esprit tactique assemblant les pièces. Ils avaient besoin d'une raison pour justifier la fusillade. Une arme transformerait Sophie de victime en menace. Sa voix était d'un calme mortel. Ils ont essayé d'assassiner ma femme 2 fois. Une fois avec des balles. Une fois avec des mensonges. La police est déjà en train de nettoyer les registres. A averti Leïla. D'ici demain matin, leur version officielle sera verrouillée. Alors je trouverai les preuves moi-même. A-t-il dit. Chaque document falsifié. Chaque vidéo montée. Chaque preuve qu'ils ont essayé d'enterrer. J'aurai votre vérification, a promis Julien. Ces gens pensent savoir comment couvrir leurs traces. Mais ils n'ont jamais eu affaire à quelqu'un qui a passé 20 ans à apprendre à chasser les menaces. Leïla lui a tendu un téléphone prépayé. Ligne sécurisée. Je resterai en contact. À minuit, Julien se tenait devant sa maison profanée. Il s'est déplacé dans l'obscurité avec un silence expert. La cuisine d'abord. Les taches de sang de Sophie avaient séché sur le carrelage. Il a tout photographié. Sous le comptoir, son regard a été attiré par une petite étiquette de scellé qui avait glissé sous la plainte. Il l'a extraite avec des pincettes. L'étiquette indiquait « Pièce à conviction numéro 4. Arme de poing non déclarée. Semi-automatique noire. » Encore du travail bâclé, a-t-il murmuré. On ne laisse pas ses accessoires derrière soi. Son téléphone a vibré. Un message de Leïla. Numéro de série de l'arme. Passe-le dans ce lien de base de données. Julien a utilisé le navigateur sécurisé. Le résultat a fait serrer sa mâchoire. Inventaire de formation. Division tactique de DSS. L'arme était un pistolet factice provenant du stock d'entraînement de la société de Dornier. Je vous tiens, a-t-il soufflé. Il a continué à travailler. Photographiant et consignant tout. Des empreintes de bottes, des impacts de balles, des douilles. Chaque élément de preuve était soigneusement documenté. À 3 heures du matin, il avait ce dont il avait besoin. Assis à la table de la cuisine. Encore taché du sang de Sophie. Julien a tout compilé dans un fichier crypté. Il a ajouté la documentation de Leïla sur les opérations de Dornier et les plans de réaménagement. Ouvrant son ordinateur portable, il a composé un bref email à Jérôme Vasseur, un avocat à la retraite spécialisé dans les droits civiques, connu pour s'attaquer aux cas de violence policière. Il a joint le fichier de preuve et a simplement écrit « Ils ont tiré sur ma femme. J'ai la preuve que c'était planifié. M'aiderez-vous à les faire payer ?» La réponse est arrivée en quelques minutes. Appelez-moi demain matin. Ne parlez à personne d'autre. Le vieux presbytère sentait le café frais et la cire au citron. La lumière du matin filtrait à travers les vitraux. Julien était assis dans le bureau du curé. Son dossier de preuve étalé sur la table. Le père Michel, la septantaine, a posé 2 tasses de café fumantes. Le mandat semble régulier en surface, a dit Julien, mais quelque chose cloche. Le père Michel a ajusté ses lunettes. Parfois, le diable est dans les détails. Mon fils, j'ai des gens qui peuvent nous aider. En 30 minutes, 3 personnes sont arrivées. Une greffière à la retraite. Un expert en informatique légale et l'avocat Jérôme Vasseur. L'experte a ouvert son ordinateur. Regardons d'abord les métadonnées. Elle a affiché le PDF du mandat. Attendez, regardez ces eurodatages. Le groupe s'est pressé autour de son écran. L'heure de création du mandat était indiquée comme étant 3h21 du matin. 20 minutes après le début du raid. C'est impossible, a dit Julien. Ils ont défoncé notre porte à minuit 3. J'ai l'appel au 17 pour le prouver. La greffière retraitée a ajusté ses lunettes. La certification de la signature est datée de 3h22. 1 minute après la création. Le juge Greer ne signerait jamais aussi vite. Même s'il était à son bureau à 3h du matin. Ce qui n'était pas le cas, a ajouté l'avocat. J'ai vérifié ses relevés de carte de crédit. Il était au bar, le Zénith, jusqu'à 2h du matin. Le visage du père Michel s'est assombri. Ils ont tiré d'abord et ont fait les papiers après. Une vieille ruse, une nouvelle technologie. Ils ont retrouvé la jeune greffière. Sarah Martinez.
Dans un petit café. Elle tremblait. Je sais pourquoi vous êtes là, a-t-elle murmuré. Je suis malade à cause de ça depuis cette nuit-là. Des larmes ont coulé sur ses joues. Le juge Greer m'a appelé chez moi. Il a dit que c'était une urgence. Quand je suis arrivée, il avait le mandat prêt. Il m'a dit de l'antidater. Il a dit que c'était déjà fait de toute façon. Qu'il fallait juste rattraper la paperasse. Je ne savais pas que quelqu'un avait été blessé. Julien a sorti son téléphone. Seriez-vous prête à enregistrer cette déclaration? Le père Michel a dit doucement, mon enfant. Certains fardeaux sont plus lourds que de perdre un emploi. La vérité en est un. Sarah a hoché la tête. Julien a appuyé sur enregistrer. Sa voix tremblait mais est restée ferme alors qu'elle détaillait tout, y compris la présence d'un représentant de Dornier Sécurité Solutions dans le bureau du juge cette nuit-là. La lumière du soleil filtrait à travers les stores de l'hôpital. Quand les doigts de Sophie ont frémi dans sa main, Julien a failli le manquer. Puis ses yeux se sont ouverts. Sophie, a-t-il murmuré, ma chérie, je suis là. Le tube respiratoire l'empêchait de parler. Mais elle a pris le feutre et a écrit sur un petit tableau blanc, ont-ils demandé pardon? Julien a ravalé sa rage. Pas encore, mais ils le feront. Leila est entrée. Madame Moreau, c'est si bon de vous voir consciente. Elle s'est tournée vers Julien. J'ai des nouvelles. Mon contact au ministère de la Justice dit qu'il surveille cette affaire de près. Si nous pouvons créer suffisamment de pression publique, ils lanceront une enquête complète. Sophie a écrit à nouveau. Dites à tout le monde. La vérité compte. C'est exactement ce que nous allons faire, a dit Julien. Je veux organiser une marche. Pas de colère, pas de violence, juste la vérité. Des témoins marchant en plein jour. Manon est entrée en trombe. Son ordinateur sous le bras. Maman. Elle a étreint sa mère avec précaution. J'ai travaillé sur quelque chose. Elle a tourné l'écran pour leur montrer un site web. L'entête disait, jour depuis que la vérité a été abattue. Un compteur affichait, 7. Papa, je veux que tu enregistres des mises à jour quotidiennes. De courtes vidéos. Pas de colère, juste des faits. La semaine suivante, Julien a enregistré ses mises à jour depuis la chambre d'hôpital de Sophie. Jour 4. Nous avons découvert que le mandat a été falsifié après le raid. Les vidéos sont devenues virales. Le 7e jour, ils se sont rassemblés devant l'église du Père Michel. Des centaines de personnes, des infirmières en blouse, des anciens combattants, des fidèles de l'église. Pas de pancartes, pas de cris, juste des témoins silencieux. La voix du Père Michel a porté. Nous marchons dans la dignité. Nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans la lumière. La procession silencieuse s'est déplacée vers la mairie. Les caméras des chaînes d'information suivaient. Des centaines de citoyens marchant en silence. Menés par un commandant des forces spéciales décoré et sa femme blessée. Posant une simple question. Quand la vérité serait-elle honorée? 2 jours après la marche. Julien se tenait dans le hall en marbre de l'hôtel de ville. Le procureur de la République, Vincent Garnier, est descendu du grand escalier. Son costume de marque et ses cheveux argentés savamment coiffés. Commandant Moreau, a appelé Garnier en tendant la main. Parlons dans mon bureau. Dans le bureau lambrissé, Garnier a commencé son discours. Je veux que vous sachiez que je prends ces allégations très au sérieux. Ce qui est arrivé à votre femme est tragique et... Épargnez-moi votre scénario, l'interrompit doucement Julien. Vous avez eu 8 jours pour prendre cela au sérieux. Au lieu de cela, vous avez aidé à enterrer les preuves. Ce sont des situations complexes qui nécessitent. Non, la voix de Julien est restée égale. C'est très simple. Votre bureau aide à couvrir une tentative de meurtre parce qu'elle implique l'argent de Sylvain Dornier et les ambitions du commissaire. Le masque amical de Garnier a glissé. Pensez à votre famille, a insisté Garnier. Votre femme a besoin de paix pour se rétablir. Pourquoi gâcher leur avenir avec tout ce spectacle? Julien s'est levé lentement, dominant le bureau. Êtes-vous en train de menacer ma famille, monsieur le procureur? Bien sûr que non, j'essaie de vous aider à comprendre là. Il n'y a rien de délicat dans ce qui s'est passé dans ma cuisine. Et rien de délicat dans ce qui va se passer ensuite. Julien s'est dirigé vers la porte. Derrière lui, la voix de Garnier s'est durcie. Commandant Moreau, si vous continuez à divulguer des informations confidentielles, il y aura des conséquences. Il y a déjà des conséquences, a dit Julien. Vous n'êtes simplement pas habitué à ce qu'elles s'appliquent à vous. Il est sorti, ignorant les caméras. Son téléphone a vibré. Le numéro de Leila. Julien, ils agissent contre vous. Le procureur vient de déposer des accusations d'entrave à l'action des secours. Et quelqu'un a fuité votre ancien blâme. Celui sur l'usage excessif de la force lors de ce sauvetage d'otages. Un rire amer lui a échappé. Ce blâme est venu parce que j'ai refusé d'abandonner un civil. Ils ont dû oublier cette partie. Que veux-tu faire? Retrouve-moi au palais de justice dans 1 heure. Amène des caméras. Le soleil se couchait lorsque Julien est arrivé sur les marches du palais de justice.
Des dizaines de membres de la communauté tenaient des bougies. Le père Michel se tenait à l'avant. Julien Moreau, a crié un officier. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Julien s'est arrêté. Je sais, a-t-il dit clairement. C'est pourquoi je suis ici. Il a levé lentement les mains au-dessus de sa tête. Je ne résiste pas. Je vous rappelle à quoi ressemble la résistance. Alors qu'il lui passait les menottes, il a fixé chaque objectif de caméra. Il y a 8 jours. Ces mêmes agents ont tiré sur ma femme. Ils ont placé des preuves. Ils ont falsifié des documents. Mais la vérité ne reste pas enterrée. En haut des marches, il s'est retourné une dernière fois. Les menottes brillaient sous la lumière artificielle. Mais il n'y avait aucune honte dans son expression. Seulement une certitude tranquille. Cette arrestation n'était pas une reddition. C'était un autre pas vers la victoire. Dans sa chambre d'étudiant, Manon a ouvert son ordinateur portable. Elle a synchronisé l'audio de l'appel au 17 avec la vidéo de la caméra piéton. Créant une vue en écran partagé. La voix calme de son père énumérant chaque objet sur le comptoir. Puis, le moment critique. La caméra de Fournier se détourne pendant 4,2 secondes. Quand elle revient, un pistolet noir est apparu. Manon a zoomé, ralenti, ajouté des numéros d'image. À 23h47, elle a cliqué sur « Publier ». Le compteur de vues a commencé à grimper. 10 000, 100 000, 500 000. À l'aube, Leïla a appelé. « Manon, tu as réussi. La vidéo a tout fait exploser. Et j'ai quelque chose à ajouter. » Des relevés téléphoniques. Les relevés montraient que le procureur Garnier avait appelé Sylvain Dornier 12 fois la nuit du raid. Le premier appel, 20 minutes avant l'assaut. Le dernier, 2 minutes avant la falsification du mandat. Le matin, la vidéo avait plus de 5 millions de vues. #justice pour les Moreau était en tendance mondiale. Devant le commissariat central, le commissaire Dubois est sorti de sa voiture pour être assailli par les journalistes. Madame le commissaire, saviez-vous pour les preuves placées? Était-ce coordonné avec Dornier? Allez-vous démissionner? Le calme soigneusement entretenu de Dubois s'est fissuré. Aucun commentaire, a-t-elle crié, sa voix stridente de panique. Elle a couru vers l'ascenseur. Mais les caméras ont capturé chaque seconde de sa retraite. Dans la crypte de l'église, Julien était assis dans l'ombre, regardant l'agent Miguel Alvarez faire les 100 pas. Ils sauront que je suis venu ici, a dit Alvarez à voix basse. Asseyez-vous, Miguel. J'aurais dû parler ce soir-là. J'ai tout entendu à la radio. Quelle radio? A demandé Julien. Les registres officiels sont silencieux. Alvarez a sorti sa radio de service et a entré une séquence précise. Une fréquence différente a crépité. Canal 7 écho. Crypté. Pas de registre. Le commissaire Dubois est intervenu personnellement. Elle a ordonné de sécuriser la scène avant de laisser entrer le SAMU. Pour clarifier le récit. 12 minutes, a dit doucement Julien. Ils ont laissé Sophie se vider de son sang pendant 12 minutes. Je peux le prouver, a dit Alvarez, posant un petit enregistreur numérique sur la table. Je vais porter un micro. Vous obtenir plus de preuves. Le lendemain matin, Alvarez est entré au quartier général. Équipé du micro, Julien surveillait depuis une camionnette. Pendant 2 heures, rien. Puis, le commissaire Dubois a convoqué une réunion d'urgence. La situation Moreau est contenue. Sa voix est parvenue clairement. Le procureur Garnier gère le mandat. Le juge Greer est de notre côté. Et les incohérences de l'arme? A demandé quelqu'un. Les registres de propriété ont été ajustés. A répondu une autre voix. Juste au moment où Alvarez se préparait à partir. Une nouvelle voix a retenti. Madame le commissaire, nous avons un problème. Un accès non autorisé au canot crypté a été signalé. Verrouillez le bâtiment, a ordonné Dubois. Un café serait le bienvenu maintenant, a dit clairement Alvarez dans le micro. J'ai besoin d'un café. Julien était déjà en mouvement. Mais c'était trop tard, la transmission s'est coupée. 1 heure plus tard, les alertes d'information montraient Alvarez conduit hors du poste de police. Menotté, accusé de vol de données sensibles. Le visage d'Alvarez était meurtri. Mais son expression restait provocante. Sophie s'est agitée dans son lit d'hôpital. Ils lui ont fait du mal, a-t-elle murmuré. Parce qu'il a dit la vérité, a répondu Julien. Oui, mais sa vérité est en sécurité avec nous maintenant. Les flammes oranges léchaient le ciel nocturne, consumant la maison des Moreau. Julien se tenait pieds nus sur sa pelouse, regardant 30 ans de souvenirs se transformer en cendres. Un pompier s'est approché, tenant quelque chose de petit et métallique. Vous devez voir ça. C'était un insigne d'un syndicat de police extrémiste. Noirci, le pompier a montré la rue. Je l'ai trouvé coincé dans le capuchon de la bouche d'incendie. Quelqu'un voulait que ce feu brûle fort et longtemps. Julien a empoché l'insigne alors que Manon et Sophie arrivaient. Il les a serrés dans ses bras. Nous sommes en vie, a dit fermement Julien. Tout le reste n'est que matériel. Le père Michel est arrivé.
Le Seigneur met les justes à l'épreuve, a-t-il dit, sa voix profonde couvrant le son du bois qui craquait. Mais n'oubliez pas, il est aussi les méchants. Vous avez mené la guerre des preuves. Il est temps de mener la guerre de la vérité. Un forum public, a dit Manon, comme une commission d'enquête citoyenne. La déposition du peuple, a dit Julien, l'idée prenant forme. Ils ne viendront pas, a dit Sophie. Ils viendront, a dit Julien, sa voix se durcissant, parce que s'ils ne viennent pas, leur absence parlera plus fort que n'importe quel témoignage. L'ancien auditorium municipal s'est rempli. Des membres de la communauté, des infirmières, des anciens combattants. Manon gérait le direct. Leila Hamza et son équipe plaçaient leurs caméras. À 14 heures précises, Julien est monté à la tribune. Bienvenue à la déposition du peuple. Nous sommes ici parce que la vérité n'a pas besoin de permission pour être dite. Elle n'a besoin que de courage pour être entendue. Derrière lui, un grand écran affichait une chronologie du raid. Il a présenté les faits méthodiquement, chirurgicalement, les documents du mandat avec leurs métadonnées exposées, les enregistrements radio synchronisés avec les vidéos des caméras piétons. Puis, les lourdes portes en bois du fond de l'auditorium se sont ouvertes avec une force délibérée. Les portes de l'auditorium ont claqué contre les murs alors que le commissaire Dubois entrait d'un pas vif. Le visage tordu par une rage à peine contenue. L'agent Fournier la flanquait, accompagné de 2 autres agents en uniforme. Leurs bottes résonnaient contre le parquet alors qu'ils marchaient dans l'allée centrale. Cette diffusion non autorisée prend fin maintenant. La voix de Dubois claqua avec autorité. Vous n'avez pas de permis pour ce rassemblement. Les caméras ont pivoté, capturant chaque instant. Les téléphones dans le public se sont levés pour enregistrer. Julien se tenait calmement à la tribune. C'est un bâtiment public pendant les heures d'ouverture. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Fournier a bousculé une femme âgée, la faisant trébucher sur son siège. Un murmure de protestation s'est élevé. Restez assis, monsieur, la voix de Julien a traversé la tension. Laissez-les montrer qui ils sont vraiment. Dubois a atteint le premier rang. Vous interférez avec une enquête en cours. Éteignez ces caméras immédiatement. Fournier s'est avancé vers la scène, sa main tombant sur son étui. Le mouvement était subtil, mais Julien l'a vu instantanément. Tout a ralenti pour lui. Son entraînement de commando a pris le dessus. Fournier a sorti son arme. Julien a bougé, s'écartant de la tribune, avant que l'arme ne soit complètement sortie. Il avait comblé la distance. Sa main gauche a saisi le poignet de Fournier, le tordant à l'angle précis. Le craquement de l'os a fendu l'air. L'arme est tombée au sol alors que Fournier hurlait. Le deuxième agent s'est précipité. Matraque levée, Julien a esquivé, a crocheté la cheville de l'agent tout en le poussant de l'épaule. L'homme s'est étalé sur le dos. Le genou de Julien a cloué sa poitrine au sol. Restez à terre, a conseillé Julien doucement. Vous êtes filmé. Fournier, le visage tordu de douleur, a sorti un couteau tactique. Je vais te tuer, a-t-il sifflé, frappant sauvagement. Julien a dévié le couteau avec son avant-bras, entrant dans la garde de Fournier. Un coup d'épaule parfaitement placé l'a projeté en arrière contre la tribune. Alors que Fournier chancelait, Julien a saisi le cordon du microphone, l'enroulant autour du bras de l'agent. Un mouvement fluide, et le bras de Julien s'est enroulé autour du cou de Fournier, appliquant une pression précise sur l'artère carotide. Le couteau est tombé de ses doigts inertes. Julien a maintenu la prise juste assez longtemps pour sentir le combat quitter le corps de Fournier. Il a relâché la pression, laissant l'agent s'effondrer à genoux, haletant. La séquence entière avait duré moins de 10 secondes. Julien se tenait au-dessus de Fournier, sa respiration stable. Du sang coulait de son avant-bras, mais sa voix est restée calme. Ça, c'est la pitié, a-t-il dit doucement, le genre que vous ne lui avez jamais accordé. L'auditorium était absolument silencieux. Les lourdes portes à l'arrière se sont de nouveau ouvertes en grand. Agent de l'IGPN. Tout le monde reste où il est. Plusieurs agents en blouson sombre avec police judiciaire, floqués dans le dos, ont envahi la pièce. L'agente principale, une femme grande aux cheveux gris coupés courts, s'est approchée de la scène. Julien est resté parfaitement immobile. Agent Cooper, a-t-il dit, reconnaissant la chef d'enquête. Je crois que c'est ce que vous attendiez. Il a sorti une petite clé USB de sa poche. Tout est là. Falsification de mandat, contrat de sécurité privée, registre radio ordonnant des retards médicaux. Tout. Il l'a tendu. Plus environ 70 000 témoins en direct. L'agent Cooper a pris la clé. Elle a parlé dans sa radio. Centrale. Ici Cooper. Preuve en main. Exécutez tous les mandats en attente. Commissaire divisionnaire Isabelle Dubois. La voix de Cooper a porté clairement. Vous êtes en état d'arrestation pour complot contre les droits, obstruction à la justice et violation du serment sous l'autorité de la loi. Le visage de Dubois s'est vidé de sa couleur. C'est ridicule. J'exige de parler à. Vous avez le droit de garder le silence, a poursuivi l'agente.
Le procureur Garnier a tenté de s'éclipser mais a été bloqué par 2 maréchaux. Vincent Garnier, vous êtes en état d'arrestation. La porte latérale s'est ouverte et d'autres agents ont amené un Sylvain Dornier menotté et se débattant. C'est un scandale. Savez-vous qui je suis? Un contractant de sécurité privée qui a conspiré avec les forces de l'ordre pour violer les droits constitutionnels. A répondu froidement Cooper. Le juge Greer a été amené ensuite. L'agent Fournier, toujours à genoux, a été relevé et formellement arrêté. Le père Michel s'est levé lentement. Frères et sœurs, rappelons-leur la loi qu'ils ont juré de défendre. Il a sorti une petite copie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'autres dans la foule ont fait de même, créant un couloir de voix alors que les fonctionnaires arrêtés étaient emmenés. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les mots résonnaient alors que Dubois passait, la tête baissée. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Garnier marchait, incapable de croiser le regard de ses anciens administrés. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Dorn essayait de se détourner des caméras. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous. Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Fournier était le dernier, contraint de traverser ce chemin de la vérité. Sophie est apparue au fond de l'auditorium, soutenue par une infirmière. La foule s'est de nouveau écartée. Julien a sauté de la scène pour la rencontrer, la soulevant doucement pour la monter sur scène. Manon s'est précipitée pour les rejoindre. Enlaçant ses 2 parents, la famille se tenait unie. Sophie a touché doucement les jointures ensanglantées de Julien. Ils ont défoncé notre porte, a murmuré Julien. Nous avons ouvert les leurs. Le soleil de l'après-midi inondait l'auditorium, illuminant la petite famille debout dans sa lumière, enfin réunie et entière. 6 mois plus tard, le soleil matinal peignait les murs fraîchement peints de l'espace communautaire Sophie Moreau. Là où des restes calcinés marquaient autrefois une tragédie, un nouveau bâtiment de 2 étages se dressait fièrement. Sur un coin, une fresque murale représentant un colibri en plein vol s'enroulait. Julien se tenait sur les marches. La foule rassemblée pour l'inauguration reflétait le cœur du quartier. Sophie est sortie, s'appuyant légèrement sur une canne, mais se tenant droite. Sur son col, la broche colibri restaurée scintillait. La nouvelle maire, élue après l'effondrement de l'administration précédente, s'est approchée du micro. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment. Nous marquons un nouveau chapitre. Elle a brandi un document épais. Avec ces réformes, nous nous assurons qu'aucune autre famille ne subira ce que les Moreau ont enduré. Elle a énuméré les changements. Interdiction complète des perquisitions sans préavis. Comité de surveillance citoyen avec accès complet aux caméras. Réforme des contrats syndicaux exigeant une responsabilité en cas de faute. Et une formation obligatoire à la désescalade. Dirigée par des professionnels de la santé. Miguel Alvarez, récemment blanchi de toutes les accusations, se tenait à l'arrière. Il avait été le premier à se porter volontaire à la clinique. Manon, qui gérait désormais la communication de l'espace, guidait les résidents âgés. Le modèle Moreau se propageait. Le père Michel a dirigé une courte prière. Que ce lieu guérisse les corps et les âmes. Qu'il soit la preuve que la justice, bien que retardée, ne peut être niée lorsque les gens de bien se serrent les coudes. Sophie s'est approchée du ruban. Avec un coup de ciseaunnette, le ruban est tombé, et les applaudissements ont roulé sur la foule. À l'intérieur, le centre bourdonnait de vie. Le rez-de-chaussée abritait des salles d'examen médical et des bureaux de santé mentale. À l'étage, des salles de classe attendaient les séminaires de courage civique de Julien. Alors que le crépuscule s'installait, Julien a commencé sa ronde finale. Le bâtiment semblait respirer de possibilités. Sophie l'attendait près de l'entrée principale. Les derniers rayons de soleil faisaient briller la poignée de porte en laiton. Julien l'a rejointe, leurs doigts s'entremêlant naturellement. Cette porte reste ouverte, a-t-il murmuré. Sophie a souri doucement, sa main couvrant la sienne. Au-dessus d'eux, la fresque du colibri captait la dernière lumière du jour. Ses ailes déployées dans un vol éternel.